Bon, je continue avec mes petites vidéos d'actu parce que les questions sont nombreuses en cette période de pandémie dans les commentaires. Pour ceux qui se demandent, vous inquiétez pas pour mon pote au bonnet, il sera de retour dès que je ferai un vrai épisode. Tu parles de moi? Hein? Ouais. Non mais t'inquiète mec, hein, reste confiné, sors pas des chiottes surtout. Ah bah je risque pas de sortir, hein, de toute façon je suis ligoté. Aujourd'hui, on va répondre aux questions suivantes. Numéro 1, quelles sont les mesures mises en place par la Banque Centrale Européenne, la BCE, pour répondre à la crise du coco? Et numéro 2, quelles sont les mesures économiques prises par le gouvernement français? On va essayer de voir si c'est suffisant et évidemment de répondre à la question que tout le monde se pose, à savoir, est-ce que tout ça risque pas de nous péter à la figure sous forme au hasard d'une crise de la dette comme ce fut le cas en 2010? Alors j'essaie de garder des formats courts, donc je fais ça en deux parties. Première partie, Banque Centrale, et deuxième partie, plan d'urgence du gouvernement. Commençons donc par reprendre notre schéma du fonctionnement de l'économie. On l'a déjà dit, le gros risque quand il y a une crise financière, c'est que les banques se plantent. Sans les banques, qui je vous le rappelle, créent la monnaie à chaque fois qu'elles prêtent, une énorme partie du potentiel de dépenses, à la fois d'investissement et de consommation du système économique ne fonctionne plus. Or, avec les restes de la crise des subprimes, les marchés qui se crachent et la crise économique en cours, les banques sont très fragiles. J'ai déjà deux vidéos sur la faillite des banques que je vous encourage vraiment à regarder pour mieux comprendre. Là, je vais aller un peu vite. Il y a deux canaux qui fragilisent les banques, le manque de liquidité et le risque d'insolvabilité. Le premier, c'est une histoire de « j'ai pas assez d'argent pour payer ce que je dois, donc je fais faillite ». Pour répondre à ça, la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, va faire tourner sa planche à billets électronique pour faire des crédits aux banques afin qu'elles ne manquent de rien. L'acronyme, c'est TLTRO pour Targeted Long Term Refinancing Operations, donc opérations ciblées de refinancement à long terme. Il y en a pour des milliers de milliards à taux d'intérêt négatif. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces emprunts sont réalisés en monnaie technique. Il y a toute une explication comptable derrière, dont je parle dans d'autres vidéos, mais en gros, c'est pas de la monnaie qui peut se retrouver sur le compte d'un particulier ou même d'une entreprise. C'est de la monnaie qui ne peut servir que aux banques et uniquement pour leur éviter la faillite. Donc c'est pas du tout comparable aux autres mesures dont on va parler après. D'ailleurs, d'une manière générale, à chaque fois que vous entendez parler d'une banque centrale qui prête de l'argent ou qui achète des trucs, premièrement, vous pouvez être sûr que c'est de la planche à billets, et deuxièmement, il faut toujours vous demander qui sont les destinataires. Si ce sont des banques, c'est de la monnaie technique qui est créée, de l'huile de moteur en quelque sorte. Si c'est n'importe qui d'autre, c'est de la vraie monnaie pouvoir d'achat, du carburant si vous préférez. Le deuxième problème des banques, c'est la faillite comptable. Alors là encore, c'est expliqué plus précisément dans d'autres vidéos, mais en gros, la somme de la valeur de tout ce que possède une entreprise doit toujours être supérieure à la somme de toutes ses dettes. Sinon, c'est la faillite comptable ou l'insolvabilité. Donc pour éviter ça, il faut éviter que les actifs d'une entreprise, donc les bâtiments, les ordinateurs, les usines, les brevets, les marques, les produits financiers, perdent de la valeur. Quand on parle de faillite comptable, il y a deux facteurs qui peuvent poser problème. D'abord, plus les actifs que possède l'entreprise ont de risques de perdre de la valeur, plus c'est dangereux. À ce jeu-là, on ne peut pas vraiment faire plus dangereux que les banques, puisque leurs actifs sont essentiellement des produits financiers qui peuvent perdre beaucoup de valeur en cas de crise. Ensuite, plus l'entreprise utilise de la dette plutôt que l'argent des actionnaires pour financer ses activités, plus le risque est grand. Parce que forcément, c'est l'écart entre la valeur des actifs et la quantité de dette qui forme l'amortisseur naturel de l'entreprise, pour que la valeur des actifs reste toujours au-dessus de la quantité de dette. Ici encore, les banques sont malheureusement les plus mauvais élèves du game. 90% de leur financement vient de la dette, contre 50% dans l'industrie par exemple. On dit que les banques ont un très fort effet de levier. Alors évidemment, on pourrait se demander, si le business des banques est si dangereux que ça, comment est-ce que ça peut fonctionner même en temps normal? Et la réponse, c'est que les banques utilisent des modèles mathématiques ultra complexes qui leur permettent d'utiliser d'autres produits financiers, qu'on appelle des produits structurés ou produits dérivés, pour s'assurer contre les nombreuses variations de prix que subissent les produits financiers sur les marchés. Sauf que manque de bol, ces modèles sont complètement aux fraises en période de crise. Encore une fois, j'ai des vidéos là-dessus. Bon, alors du coup, quand la faillite comptable menace, la seule solution, c'est soit de demander aux actionnaires des banques, donc aux propriétaires, d'investir, ce qu'ils ont plutôt tendance à pas faire, parce que pourquoi investir dans une banque qui est en train de faire faillite, soit de faire en sorte que les États deviennent eux-mêmes actionnaires des banques. On appelle ça de la recapitalisation ou de la prise de participation. On dit aussi que l'État monte au capital. C'est ce qu'on a déjà vu pendant la crise des subprimes et de l'euro. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est une forme de nationalisation, mais non, l'État ne cherche pas en général à prendre le contrôle des banques, parce que l'idéologie politique dominante étant plutôt libérale, les États deviennent actionnaires, si possible sans droit de vote, juste le temps que la tempête passe, puis ils revendent leur part. Bon, mais ce genre de méthode de prise de participation coûte très cher aux États au moment de l'intervention, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'acheter tout ou partie d'une entreprise en faillite, qui a plein de factures à payer. C'est ce qui a mis l'État irlandais dans la panade en 2010. Et rappel, mondialement, si on rapporte ça au PIB, le pays avec les plus grosses banques, c'est la France. Voilà, donc du coup c'est un peu chaud pour nous.
Une autre méthode pour sauver les banques de la faillite comptable, c'est d'éviter que les prix se pètent trop la gueule en bourse, éviter que les actifs financiers ne perdent trop de valeur. C'est là que la BCE peut intervenir, elle peut acheter des produits financiers afin de soutenir les prix sur les marchés. Ici, c'est toujours de la planche à billets, mais c'est plus de la monnaie technique, c'est bien de la monnaie pouvoir d'achat qui s'en va dans les poches des différents fonds d'investissement qui, en retour, achètent ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Fonds d'investissement qui gèrent l'épargne des classes moyennes supérieures ou des retraités qui vivent dans un pays avec un système de retraite par capitalisation. On appelle ce genre de programme du quantitative easing ou QE. Et il faut bien comprendre que l'argent des QE sert essentiellement à faire augmenter la valeur de l'épargne de ceux qui ont de l'épargne placée sur les marchés. Dit autrement, tous ces milliards ont quand même peu de chances de se retrouver dans l'économie réelle. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors peut-être que vous vous dites, soutenir les prix sur les marchés, ça semble quand même être une solution très indirecte, pas hyper certaine. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de demander à la Banque centrale d'utiliser sa planche à billets pour monter directement au capital des banques, à la place des États? Comme ça, non seulement on est sûr que les banques vont pas faire faillite, et puis en plus, on évite aux États de s'endetter. Je dois vous dire que je vous trouve vachement malin quand même. Techniquement, vous avez tout à fait raison, c'est certainement la solution la plus directe et la plus sûre. Sauf que la plomberie financière et économique, c'est pas qu'un jeu technique, c'est aussi un jeu politique et idéologique. Et là, non seulement il existe des lois européennes qui interdisent de faire ça, mais en plus, les idéologies politiques sont très loin d'être prêtes à considérer ce genre de mesures. Parce que la loi du marché, la concurrence, le darwinisme économique, tout ça. Donc bref, on préfère faire du QE. Et il se trouve que du QE en zone euro, on en fait depuis 2015. La BCE a racheté pour 2700 milliards d'euros de produits financiers en 4 ans, soit 650 milliards par an en moyenne, ce qui représente environ 6% du PIB de toute la zone euro. Pourquoi on fait du QE alors que la crise du coco est toute neuve? Parce que les marchés financiers et les banques ne se sont pas remis de la crise des subprimes de 2008 et de celle de l'euro de 2010. En gros, les marchés et les banques sont sous assistance respiratoire depuis un bon bout de temps. Mais du coup, face à la crise du coco, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a indiqué le 13 mars qu'en plus des 240 milliards déjà prévus pour 2020, elle rajoutait sur la table 120 milliards de plus. Et le 19 mars, elle a indiqué qu'elle rajoutait encore 750 milliards par-dessus tout ça. Alors encore une fois, le but de tous ces milliards qui sont créés simplement en appuyant sur une touche de clavier, c'est de stabiliser les prix sur les marchés, notamment dans le but d'éviter que les banques se plantent. Mais il y a une autre raison. Si stabiliser le prix des actions est un truc relativement facile à comprendre, stabiliser le prix de la dette est un concept un poil plus contre-intuitif. Alors ici encore, j'ai plein de vidéos dans tous les sens sur ces sujets, notamment toute la série sur la crise de l'euro. Mais en gros, le prix d'une dette est lié à son taux d'intérêt. Quand les marchés paniquent, le prix des obligations baisse et les taux d'intérêt grimpent. Or, on va le voir dans la deuxième vidéo, les États vont avoir besoin de s'endetter sur les marchés financiers pour aider les entreprises. Donc, il ne faudrait pas que le taux d'intérêt qu'ils obtiennent sur les marchés soit trop important. D'où le QE de la Banque centrale, qui sert aussi à empêcher que les taux montent trop pour que les États puissent derrière emprunter pour pas cher. Parce que oui, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les taux avaient déjà commencé à grimper et l'annonce de la BCE a suffi à faire un peu descendre tout ça. Alors vous me direz, est-ce qu'on peut pas directement faire emprunter les États auprès de la BCE? Comme ça, on leur file du 0% et c'est plus simple. Alors oui, encore une fois, c'est une très bonne idée, sauf que même réponse que tout à l'heure. En zone euro, non seulement les traités européens nous interdisent de le faire, mais en plus, les idéologies politiques, notamment celles des dirigeants allemands et de ceux des Pays-Bas, sont pas du tout prêts à changer d'avis sur ce genre de questions. Donc, on le fait pas. C'est en partie pour ça qu'on a eu droit à la crise de l'euro en 2010 d'ailleurs. Donc, pour la BCE, financement des banques avec de la monnaie technique, TLTRO, plus rachat d'actifs financiers avec de la vraie monnaie, quantitative easing, égale, on espère que ce sera suffisant pour 1. Que les banques restent debout, et 2. Que les taux restent bas quand les États européens vont se mettre à emprunter à mort. On pourrait envisager d'autres modes d'intervention de la BCE, mais les traités et les idéologies politiques dominantes nous en empêchent. Ok, c'est tout pour cette partie gestion des marchés financiers par la BCE. Maintenant, il y a la partie économie réelle, faillite des entreprises, pouvoir d'achat des ménages, chômage, etc. Et on voit ça dans une autre vidéo.